ton livre, Joseph, c'est, je pense, tu me diras si je me trompe, c'est l'histoire effectivement d'une migration du Haut-Rhin vers l'Algérie et ensuite d'un retour en France. Donc c'est une histoire familiale, mais en même temps c'est quand même une histoire politique aussi de la France, de l'indépendance de l'Algérie et de la colonisation. Voilà, c'est tous ces aspects-là, je suppose, dont tu vas nous en parler. Voilà. Euh, J'en dirai pas plus. J'ai pas encore lu ton livre. Hein, voilà. Voilà. Ce que je vais aussi vous dire, c'est que le début octobre, le samedi 4 octobre, l'AGET organise une journée à Bessoulé. Ça s'appelle De Bessoulé à l'Universel, avec 4 tables rondes et avec la participation d'une vingtaine de Jorésiens, on va dire, reconnus nationalement. Donc c'est quand même une journée qui va être importante. Et ensuite, à Albi, alors je crois que c'est le 13, non, c'est pas le 13, à Albi, le 16 octobre à Albi, une conférence sur la question de la guerre, l'Ukraine et d'autres choses, bien sûr, avec Denis Siffert. Denis Siffert, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est éditorialiste du journal Politis. Voilà. Donc, ensuite, bien sûr, il y a d'autres conférences en novembre, mais je ne vais pas tout vous dire maintenant. Et surtout, allez voir sur le site, c'est aget.fr. Voilà. Et comme l'a dit Alain, on l'a répété, à la fin de la conférence, il y a un chapeau où vous pouvez déposer effectivement ce que vous souhaitez pour aider l'AGET à organiser ces conférences, d'autant plus que l'AGET manque aujourd'hui de subventions. Voilà. Donc, on a besoin d'argent aussi. Bon, Nicole, je vais te laisser la parole. Merci. Et le chapeau, c'est pas pour payer l'intervenant, je viens ici à titre gracieux. Donc Joseph, mais avant de commencer cette conférence, je remercie l'AGET de m'avoir invité. Et du coup, ça m'a obligé à me plonger sur Jean Jaurès. Qu'est-ce qu'il pensait de la colonisation? Qu'est-ce qu'il en a dit? Qu'est-ce qu'il en a écrit? Et Jean Jaurès était ami avec Jules Ferry, grand colonialiste, comme l'on sait, mais il prenait à cœur la scolarisation, et dans sa tête, ces peuples qui étaient méconnus avaient besoin d'être éduqués. Donc c'était plus là-dessus qu'il voulait discuter, qu'il voulait parler, qu'il voulait écrire, sans trop connaître ce qui se passait, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, mais comme tous les intellectuels de cette époque-là, il était colonialiste. Il a changé après, et on verra pourquoi il a changé et quand. Il dit d'ailleurs, à un moment donné, ces peuples sont des enfants, il faut se faire aimer en assurant l'ordre et en construisant des écoles. Dans sa tête, c'était ça. Il fallait scolariser, il fallait les éduquer. C'est parti du principe que c'était des peuples qui n'étaient pas éduqués. Par contre, il va à un moment donné, en 1895, à Sidi Bel Abbès, et il rencontre les gens, il se rend compte de la situation. Il prend conscience de l'existence de graves problèmes. Les colons, les juifs qui ont été nationalisés en 1871 par le décret Crémieux en 1870, mais aussi les tensions qu'il y a entre les populations autochtones et les colons. Il y a eu des scandales coloniaux aussi à cette époque-là qui lui ont fait réfléchir, et il dit à un moment donné, il est temps que partout les indigènes soient protégés et bénéficient d'énergiques mesures de réparation, car en Tunisie comme en Algérie, comme au Congo, comme au Maroc, c'est en les pillant que des milliers d'aventuriers s'enrichissent. Donc il prend conscience de ça, et à partir de là, il prend davantage le tournant de l'anticolonialisme. Mais bon, c'est plus compliqué. Il dit quand les lois sont inexistantes, insuffisantes ou injustes, il convient d'en instaurer de nouvelles. Donc il se rend compte quand même qu'il y a des soucis. Alors Joseph, pourquoi ce livre? C'est pas compliqué, c'est mon ancêtre qui est parti d'Alsace. Pourquoi je me suis penchée sur cette histoire à un moment donné? Parce que j'ai découvert le livret militaire de mon arrière-grand-père, en rangeant des papiers à la mort de ma mère, et il se trouve que mon arrière-grand-père était né en 64 à Oran. Or, dans la famille, on nous disait toujours, oui, mais la branche alsacienne est partie d'Alsace
en 1870 pour ne pas devenir prussien. Or, c'était faux. L'histoire familiale était fausse. Donc là, il y a 1000 questions se posent. Qui est parti? D'où il est parti? Pourquoi il est parti? Comment il est parti? Et à partir de là, pour répondre à toutes ces questions, il faut se plonger dans l'histoire. Donc on va faire ce soir des allers-retours entre les périodes avant la colonisation, pendant la colonisation, et on va même remonter un petit peu sous Louis XIV. Pourquoi? Parce que la première migration des Alsaciens arrive de Suisse en 1664. C'est un édit royal de 1662 qui demande aux Suisses, on sait qu'il y a eu la guerre de 30 ans, il y a eu une grosse épidémie de peste, et demande aux Suisses qui ont une démographie exponentielle d'envoyer du monde à condition qu'ils soient catholiques quand même, parce qu'il y a les guerres protestants-catholiques à ce moment-là, pour repeupler les villages alsaciens. Et il y a tout un tas de Suisses qui sont arrivés en Alsace. On leur a dit, venez, on vous donnera des terres, vous allez repeupler les villages. C'est ce qui s'est passé en 1664 avec le premier ancêtre qui est arrivé de Suisse. Il s'appelait Jan Jacob Eggenschüler. Et à partir de là, je vous invite à m'accompagner et accompagner Joseph dans son périple migratoire qui va l'amener à côté d'Oran. Le contexte historique, la première migration qui commence avec Jan Jacob, mais qui fait suite à d'autres migrations plus anciennes, parce que l'Alsace a été traversée par tout un tas de guerres avec l'Empire austro-hongrois, etc. C'est une migration peu connue, on n'en parle pas beaucoup. On ne sait pas qu'il y a à peu près 20 à 30 000 Suisses qui sont arrivés en Alsace pour repeupler les villages à ce moment-là. Donc voilà, il s'installe à Winkel, le village de Joseph, et puis il sème une grande famille tout autour. Quand j'ai trouvé ce livret militaire, je me suis dit, bon, la première étape, c'est aller en Alsace et aller voir ce village. Et il se trouve que j'ai retrouvé la maison de mon ancêtre. Peut-être que je l'ai mise là. Elle existe toujours, elle est habitée. Et c'est très émouvant de se retrouver sur les pas de son ancêtre, je peux vous le dire. Donc j'ai voulu en savoir plus, je suis allé aux archives de Strasbourg, aux archives de Colmar. Et là, ça y est, je suis parti en voyage avec Joseph. En 1838, Joseph se marie avec Madeleine. Ils auront 9 enfants. 3 vont mourir rapidement parce qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses, mais les décès en bas âge étaient souvent le lot de toutes les familles. Bon, Joseph est charron, fabrique des charrettes. Pourquoi? Parce que dans son village, Winkel, il y a une mine de fer. Il y a une mine de fer, et juste dans le village à côté, Lucelle, c'est un village qui est à cheval sur la frontière suisse. Donc, parce que Winkel, Lucelle, c'est à 5 km. Lucelle, c'est à cheval sur la frontière suisse, et il y a les hauts fourneaux. Donc son travail, c'était de transporter le minerai de fer de la mine de fer jusqu'à Lucelle. Et ça marchait très bien pour lui, jusqu'en 1850. Parce qu'en 1850, il y a la mine qui est inondée, et il n'y a plus de travail pour personne dans le village. On retrouve dans les archives de la mairie des documents qui nous disent qu'il y a eu des ateliers de bienfaisance pour occuper les habitants à ce moment-là. Ils avaient bien un petit lopin de terre, mais ils avaient tous des grandes familles et ça ne suffisait pas. Donc c'est le début de l'industrialisation autour de Mulhouse aussi, mais ça ne suffit pas non plus pour absorber les grandes familles. Donc il va réfléchir et il va partir, il va s'organiser pour partir au moment où la colonisation de l'Algérie est en train de s'organiser. En Alsace, pourquoi il y avait des problèmes économiques? Je vous l'ai dit, il y a eu tout un tas de traversées de soldats pendant les guerres napoléoniennes qui avaient complètement pillé les campagnes, etc. Et puis il y a eu des sécheresses, il y a eu des épidémies, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que la population vivait dans les paysans, surtout vivait dans la misère. Mais Joseph, lui, s'en tirait bien avec son petit commerce de transport de minerai de fer, jusqu'au moment où la mine a été inondée. Et là, ça a été compliqué. Donc il a fait plusieurs métiers, mais ça ne sortait plus. Et c'est à ce moment-là que la colonisation est organisée, et surtout le départ
des migrants vers l'Algérie, parce que c'était bien organisé. Donc il décide de partir au mois de mars 1852 et il demande son admission dans une colonie en Algérie. Il obtient dans une colonie un lopin de terre de 10 hectares quand même, du côté d'Oran. Petite propriété, 10 hectares. Il y avait des propriétés de 300 hectares. Donc les convois sont organisés à partir de Dijon et de Chalon-sur-Saône et ils descendent en convoi toute la vallée du Rhône. Il faudra 15 jours pour faire, pas le TGV à l'époque, il faudra 15 jours pour descendre dans la vallée du Rhône. Ils se retrouvent à Marseille pour prendre le bateau et là, ils ont 75 heures de traversée. On retrouve dans les archives qui sont quand même bien faites le nom du bateau, propriétaire du bateau, l'heure de départ et l'heure d'arrivée. C'est extraordinaire. Donc il arrive à Oran et il s'installe à Méfessour. J'ai retrouvé la carte à Aix-en-Provence de son jardin et de sa maison. Et voilà la carte de cette époque-là. Je ne sais pas si on y voit clair, mais il est inscrit des terres sont caillouteuses, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a que des broussailles, qu'il y a voilà, tout l'état des terres de cette époque-là. C'est une carte qui date de 1847. Donc on leur avait promis l'Eldorado, on leur avait dit oui, mais allez là-bas, vous verrez, ça va bien se passer, il fait beau, vous allez avoir de la terre, vous allez devenir riche, etc., etc. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc on va là repartir un peu en arrière pour comprendre pourquoi il a pu partir et pourquoi il est arrivé en Algérie. Et là, on plonge dans la colonisation de l'Algérie qui débute en 1830. Pourquoi en 1830 ? Parce que c'est Charles X qui est au pouvoir, les caisses sont vides. Napoléon a abdiqué en 1815, mais il n'y a plus d'argent. Tout le budget de la France était dédié aux guerres et à l'armée. Donc la population commence à gronder, c'est la révolution de 1830 d'ailleurs. On déporte les révolutionnaires en Algérie, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Ils arrivent là-bas dans des conditions catastrophiques, des épidémies, typhus, malaria, paludisme, choléra, etc. Donc ils tombent comme des mouches. Certains y restent, mais très peu. Certains reviennent et beaucoup meurent sur place. Donc en 1830, Charles X, qui a une vue quand même sur le trésor du Dey d'Alger, le Dey d'Alger, le Dey Hussein, il se dit, moi mes caisses sont vides, lui il a des sous, je vais aller les lui piquer. C'est au moment aussi où il y a tout un tas de piraterie en Méditerranée qui alimente les caisses d'ailleurs des Dey en Algérie. Donc il veut mettre fin à ces pirateries et en même temps il aimerait bien quand même récupérer le trésor du Dey d'Alger. À cette époque-là, c'est une régence turque. Donc il arrive à Sidi Ferrouche avec un bateau, mais ça ne se passait pas exactement comme il avait imaginé. Évidemment, les populations autochtones ne se sont pas laissées faire. Donc voilà, il y a tout un tas de batailles. Son premier bateau les gens qui sont sur ce bateau, ils sont massacrés. Il repart, il revient avec une grosse armada à ce moment-là, en se disant que là maintenant c'est bon, il va pouvoir aller en Algérie et gagner ce pays. Bon, ça ne se passe pas exactement non plus comme il a imaginé, parce que la guerre elle a duré 17 ans quand même, donc il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées en plusieurs étapes, on les verra. Ça a commencé en fait en 1827, quand le Dey d'Alger a demandé à être payé des exportations de blé et de céréales qu'il envoyait en France parce que Napoléon ne payait pas. Louis XVIII ou Louis-Philippe, je les mélange les deux. Louis XVIII. C'est Louis XVIII. Je demande aux historiens au fond là-bas. 1830. C'est Louis-Philippe.
Louis XVIII, c'est après ou c'est l'inverse? Oui, c'est ça. On se perd avec tous ces Louis. Et donc Louis XVIII paye la moitié de la dette. Il meurt en 1820. Donc il ne paye pas l'autre partie. Et le Dey d'Alger, en 1827, il va voir le consul en France et il lui dit il faudrait payer quand même. Ça, c'était, je l'avais trouvé, c'était 5 millions. De l'époque, c'était pas mal. Donc il demande à être payé, mais le consul, il l'humilie. Donc il lui donne un coup d'éventail. Et là, c'est l'incident diplomatique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on envoie l'armada pour aller envahir l'Algérie. Pendant 2 ans, il ne se passe rien en fait. 1830, 1832, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des batailles, il y a des massacres, il y a des razzias, il y a tout un tas de trucs, mais ça reste quand même circonscrit autour d'Alger, et les militaires restent autour d'Alger. Donc il ne se passe pas grand-chose en 2 ans, enfin il ne se passe pas grand-chose, quand même des massacres, des razzias, etc. Mais c'est tellement courant tout au long de la guerre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas... Et puis Abdelkader est déclaré émir et il décide de se battre et de ne pas laisser la France envahir l'Algérie en 1832. Donc là, la guerre commence vraiment. Elle durera 17 ans, 15 ans. Donc là, je vais vous montrer voilà, la brochette, ce que j'appelle la brochette des sanguinaires. Ce sont tous les généraux qui ont participé à la guerre de conquête à cette époque-là et qui se sont illustrés, ils ont été décorés pour ça, hein. Ils se sont illustrés avec des enfumades. Et ils arrivaient, le général Bugeaud qui pratiquait la politique de la terre brûlée, brûlait tout, les villages, il tuait tout le monde, les femmes, enfants, vieillards, etc. Ceux qui pouvaient s'échapper, ils allaient se réfugier dans des grottes. Et là, ils y mettaient des buissons, ils y mettaient le feu. Et pour les enfumer, il y a des milliers et des milliers de morts comme ça, de villageois qui sont morts enfumés. Donc là, on a la brochette de tous les généraux sanguinaires. Il faisait celui qui enfumait le plus. Et puis, Louis-Philippe arrive. Après, c'était Louis XVIII. Louis-Philippe arrive. Il prend le pouvoir après Charles X, qui, à la Révolution de 1848 et de 1830, a été obligé de s'exiler. Donc c'est Louis-Philippe qui arrive. Il ne reste pas longtemps, parce qu'après, il y a eu la Révolution de 1848. Et donc, nous voilà dans la guerre de conquête. Et en 1847, non, on est trop loin là. Hop, je reviens. Ça continue, il y a des razzias, il y a les enfumades et tout ça. Et en 1933, c'est en 1933 qu'Abdelkader est déclaré, enfin, les tribus choisissent Abdelkader comme émir. La guerre continue. Le général Bugeaud, il est devenu gouverneur de l'Algérie à cette époque-là. Il était revenu à Paris et repart avec 100 000 hommes. Et il pratique la politique de la terre brûlée, comme je vous ai dit tout à l'heure. En 1839, la régence d'Alger prend le nom d'Algérie. Donc on le prend sous l'administration française. Le général Bugeaud déclare: il faut conquérir l'Algérie pour que toutes les dépenses qui ont été consenties depuis 10 ans n'aient pas été consenties pour rien, mais il ne servira à rien de conquérir l'Algérie si la France ne se donne pas les moyens de la garder. Donc il est parti pour faire la guerre. Victor Hugo écrit au général Bugeaud en 1941, comme je vous disais que les intellectuels ils étaient tous colonialistes, il écrit: notre nouvelle conquête est chose heureuse et grande. C'est la civilisation qui marche contre la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. C'est Victor Hugo qui dit ça. Et le colonel de Montagnac, qu'on voit, il a une tête sympathique, il écrit: toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Qui veut la fin veut les moyens, quoi qu'en disent les philanthropes. Tous les bons militaires que j'ai l'honneur de commander
sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes, tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Et un peu dans quel état d'esprit ils étaient partis faire la conquête de l'Algérie. Donc en 1843, le duc d'Aumale qui prend la gouvernance à la place du général Bugeaud, et c'est lui qui va poursuivre Abdelkader et Sasmala. Donc il arrive à prendre Lasmala, mais il n'arrive pas à prendre Abdelkader qui s'est réfugié au Maroc pendant ce temps-là. En 1945, Abdelkader revient. Les Français le traquent, ils brûlent tout sur leur passage. Et c'est toute cette période, 44-45, qui est marquée par les enfumades. Le colonel Pessier, devant le Parlement, interpellé par le maréchal Soult, déclare « La peau d'un de mes tambours avait plus de prix que la peau de tous ces misérables. » En 1947, Abdelkader rend les armes et signe sa reddition. Décembre 1847, juin 1830, ça fait 17 ans que la guerre de conquête a duré 17 ans. Mais pendant ce temps, il y a toute une série d'épidémies, typhus, choléra, malaria, paludisme, etc. Et l'occupation de l'Algérie répond quand même à des besoins stratégiques, économiques. Il faut écouler nos marchandises, donc on va ouvrir des colonies, et c'est ce que dit Jules Ferry d'ailleurs dans ses écrits. Il faut des colonies pour développer notre économie. Rappelons quand même que l'esclavage s'est terminé en 1848, donc il fallait quand même retrouver non seulement des ressources, mais aussi de la main-d'œuvre pas chère, le moins cher possible. On note l'absence d'une politique claire concernant la colonisation administrative, parce qu'à cette époque-là, personne ne savait qu'est-ce qu'on allait faire de ce pays. L'idée d'une colonisation et de s'y implanter n'était pas encore remontée jusqu'aux politiques du moment. Donc ils ont passé un moment quand même à réfléchir à qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire de ce territoire. En 1948, c'est la Révolution. Donc la monarchie de Juillet est renversée, la Deuxième République qui s'installe, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui devient le premier président de la Deuxième République, puisque la Première République n'avait pas de président. Ça ne durera pas longtemps parce qu'il va faire un coup d'État en décembre 1951 pour se déclarer empereur. Sinon, il ne pouvait pas se représenter et ça ne pouvait pas aller. Donc la révolution éclate à Paris en 1848 et là on déporte tous les révolutionnaires parisiens vers l'Algérie et on découvre qu'on les envoyait comme ils étaient. Et on retrouve dans les archives des familles avec des gens en haut de forme, des femmes en robe longue, talons hauts, etc. On les envoie dans les champs, évidemment, ils n'ont pas duré longtemps. Pendant ce temps, en France, dans les années 50 et 51, c'est la canicule. Tout ça pour expliquer dans quel contexte Joseph vivait et pourquoi, qu'est-ce qui lui a donné le ressort de partir. Les récoltes brûlent sur pied et c'est la famine, notamment en Alsace. La mine de fer a été inondée, je l'ai dit, c'est la misère dans le village, on ne sait pas quoi faire pour occuper les habitants et à part le bois dans les forêts jurassiennes, il n'y a pas grand-chose à faire. Quelques champs avec des pommes de terre, mais bon, pas grand-chose. Donc, il y a une première vague de colons qui est arrivée en Algérie, qui se sont installés autour des militaires, notamment autour d'Alger. Ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Mais ensuite, il a fallu aller explorer les territoires un peu plus profondément dans le pays. 1852, Joseph arrive en Algérie, il s'installe, hop, voilà, et découvre les terres qu'on lui a données. On lui a donné une dizaine d'hectares. On leur donnait des concessions à condition qu'ils prouvent qu'ils pouvaient les rendre rentables. Donc ils n'étaient pas propriétaires tout de suite, il fallait attendre 3 ans, et pendant 3 ans, il fallait qu'ils prouvent que leur terre était rentable avant qu'ils en deviennent propriétaires. Et lui, on découvre des documents
des lettres qu'il avait écrites au gouverneur pour se plaindre en permanence qu'il n'avait pas assez de terre, que ces terres étaient trop caillouteuses, que les troupeaux traversaient ses champs et détruisaient ses cultures, mais il n'a jamais obtenu plus. Donc il est resté là, et parce que quand ils sont arrivés, on leur a dit qu'on allait les accueillir, etc. Mais en fait, il n'y avait rien de prévu pour les accueillir. Et les militaires gardaient les villages parce qu'ils étaient, en plus des bêtes sauvages, il y avait des panthères, il y avait des lions, il y avait des scorpions, il y avait tout un tas de trucs, mais il y avait aussi les tribus autochtones qui attaquaient les villages pour récupérer leurs terres. Donc les militaires gardaient les villages. Ils sont partis beaucoup plus tard. Donc là, Joseph, il a ses 10 hectares, il devient propriétaire en 55, en tout il aura 12 hectares. C'est pas une grosse propriété, et on la perd au fil du temps. Ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas devenus agriculteurs, sauf un. Et la famille de Joseph, comme toutes les familles de colons à cette époque-là, font face à plein d'épidémies. Donc Madeleine meurt, son dernier fils meurt, une de ses filles meurt dans le même mois. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et là, dans les archives médicales, on retrouve des notes, le docteur Johanny Perrier et Auguste Vidal, par exemple, qui donnent l'explication suivante. Ce sont les calamités de plusieurs années qui ont contribué à préparer cette épidémie. L'insurrection c'est plus tard ça, l'insurrection de 1864 en est la première responsabilité par les razzias et les mesures répressives qui s'en suivirent. Mais avant, c'était surtout le manque d'hygiène et le manque de structure, en fait, puisque au début, c'était les tentes des militaires qui accueillaient les familles, donc les familles, elles étaient plusieurs familles dans les mêmes tentes, avec les animaux et tout. Et après, ils ont commencé à construire des baraques en bois, mais pareil, plusieurs familles, les animaux et tout là-dedans. Pas évidemment de viabilisation, pas d'eau, etc. Ça a été un gros problème, l'eau d'ailleurs, parce qu'on retrouve plein de documents qui posent ce problème-là. Il y avait un puits dans le village, mais qui n'était pas suffisant pour alimenter en eau toutes les populations. Mais en 1964, les tribus se révoltent. Elles n'ont pas arrêté d'ailleurs de se révolter tout au long du temps. Et que s'est fait l'armée, elle recommence, elle fait des razzias. Mais il y a de nombreuses épidémies de choléra en même temps. Donc en plus d'être tuées par l'armée, les populations mouraient des épidémies. Et c'était assez tragique parce qu'il y avait des familles qui perdaient une grosse partie de leurs enfants et de leurs parents dans ces épidémies. Au fur et à mesure que les tribus se révoltaient, on les repoussait, on leur prenait leurs terres et on les repoussait vers des terres un peu plus lointaines et un peu moins fertiles. Donc elles se révoltaient, etc., etc. Le général Lacretelle écrit en 1868. C'est une époque, un moment où la famine est épouvantable. Il écrit « Une masse de la population réduite à l'état de bêtes sauvages ne vit que de racines et d'immondices. Les Arabes sont impuissants à lutter contre la sécheresse parce que la colonisation européenne leur a enlevé avec les meilleures terres la jouissance et même l'accès aux cours d'eau. Dans les terres où on les a reléguées, les sources tout au plus suffisantes en temps ordinaire pour abreuver les troupeaux ont tari pour la plupart. Les troupeaux ne trouvant plus à manger ni à boire ont disparu. Dans la province d'Oran, on dénombre plus de 100 000 victimes, soit près d'un cinquième de la population. Des milliers de fantômes qui vont à leur tour succomber se traînent par bandes dans le pays et y propagent toutes les maladies qui sont le cortège habituel d'une si grande misère. Et notamment, ils se réfugient contre aux portes d'Alger, où on les laisse mourir du typhus. En 1971, il y a eu 2 ans de sécheresse, invasion de criquets, plus rien à manger, etc. 250 tribus se révoltent et sont réprimées, évidemment, dans le sang, et leurs terres confisquées. Ça va laisser des traces profondes, quand même, dans les tribus et les populations. Surtout que la France émet 2 arrêtés, en 1972 et en 1976, et décrète que 50 000 hectares de terre appartenant à la tribu des Hachem sont réquisitionnés et remis dans le domaine de l'État, à cause de l'insurrection de 1871.
ce qui va alimenter, bien sûr, toujours encore plus les révoltes. En 1973, Napoléon III meurt. C'est MacMahon, le président de la République, qui succède à Thiers. Et pour un repère, en 1919, les musulmans avaient perdu 7,5 millions d'hectares de terres agricoles. À la suite des révoltes de 1971, il est décidé de rédiger le Code de l'indigénat, qui est une tâche dans notre histoire, au même titre que le Code noir. Le Code de l'indigénat, c'est un ensemble de lois qui maintient les populations colonisées, aussi appelées indigènes, dans un statut juridique inférieur à celui des citoyens français. Ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit d'être élus. S'ils veulent la nationalité française, il faut qu'ils abandonnent leur mode de vie et leur religion. Évidemment, il n'en est pas question. Et on les relègue dans ce code de l'indigénat pour les soumettre encore plus. Et Guy de Maupassant écrit, à l'époque, il était reporter dans le journal Le Gaulois, et il écrit, il va en Algérie faire quelques reportages, il écrit « Dès les premiers pas, on est gêné. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris les coutumes dont nous semblons ne pas avoir compris le sens. Nos maisons parisiennes, nos mœurs que l'on veut imposer, nos usages, tout cela choque sur ce sol comme de grosses fautes d'art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons ici semble un défi à la terre entière. » Il écrit aussi « Rien ne peut donner une idée de l'intolérable situation que nous faisons aux Arabes. Le principe de la colonisation française consiste à les faire crever de faim. Quand ils se révoltent, nous pardonnons trop vite peut-être, mais que faire? Nous sommes 300 000 Européens contre près de 3 millions d'indigènes. Nous n'avons pas dans l'intérieur un colon pour 100 Arabes. Quand ils sont sages, nous les affamons. La famine est donc devenue cette année une famine affreuse, complète. C'était la mort pour des milliers d'hommes. Alors un exalté, ce Bouhamama, était un marabout, est venu courant les doigts, chauffant les esprits, se disant l'envoyé de Dieu, et a levé des cavaliers, réclamant simplement ce qui est un droit pour tous, la vie. Si le gouvernement ne cède pas, il y aura quelques milliers de cavaliers de plus pour suivre ce Bouhamama et piller nos convois de vivres. En somme, tout se borne à une guerre de maraudeurs et de pilleurs affamés. Ils sont peu nombreux, mais hardis et désespérés, comme des hommes poussés à bout, et comme le fanatisme s'en mêle, comme les marabouts travaillent sans repos la population, comme le gouvernement français semble accumuler les âneries, il se peut que cette simple révolte, insurrection religieuse avortée, devienne enfin une guerre générale que nous devrons surtout à notre impéritie et à notre imprévoyance. C'était prémonitoire. Donc, on arrive à... Voilà. Madeleine est morte, le dernier fils est mort, une de ses filles est morte aussi. Et en 1955, il se remarie avec Thérèse, qui, elle, arrive aussi d'Alsace. Elle arrive du village de Gerstein. Je suis allé voir aussi, mais ils n'avaient pas d'archives parce qu'entre les guerres entre l'Allemagne et la France avaient tout détruit. Mais j'ai quand même retrouvé les traces de Thérèse. Et ils resteront d'ailleurs ensemble ils auront 6 enfants ensemble, ils resteront ensemble jusqu'au bout de leur vie. Joseph cultive ses terres tout en se plaignant, etc. Et en 1985, Jules Ferry écrit. Il est président du Conseil à l'époque. Il écrit « Il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Plus tard, il fera faire une enquête, et il y participera aussi en 1892, il va en Algérie. Il écoute, il auditionne les élus, les colons, les indigènes, etc. Et il déclare « Les Français d'Algérie n'ont pas conscience de la mission civilisatrice qu'ils ont à remplir. Ils ont regardé les indigènes comme des vaincus à comprimer et à dépouiller. Mais bien rares sont les colons pénétrés de la mission éducatrice et civilisatrice. Ils ne comprennent guère vis-à-vis de ces 3 millions d'hommes que la compression, ils la proclament, la race vaincue, incorrigible et non éducable.
Il est difficile de faire entendre aux colons européens qu'il existe d'autres droits que les siens en pays arabe et que l'indigène n'est pas une race taillable et corvéable à merci. Et Jules Vallès écrit aussi dans Le Cri du peuple: ces indigènes n'existent que par le coin de terrain qu'ils ont défriché et toujours cultivé. N'importe. Ils sont chassés et quelquefois condamnés en vertu d'un article du Code de l'indigénat disant que l'arabe doit obéir sans murmure à la première injonction de l'administration. Celui qui la veille jouissait d'une quiétude heureuse se voit tout à coup volé, maltraité et réduit à cultiver, pour le compte de son voleur, la terre qu'il labourait pour son propre compte depuis tant d'années. Ernest Renan écrit dans La Réforme intellectuelle et morale: une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche au pauvre. La conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure qui s'y établit pour le gouverner n'a rien de choquant. Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. L'homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé. Sa lourde main est mieux faite pour manier l'épée plutôt que l'outil servile. Verser cette dévorante activité sur des pays comme la Chine appelle la conquête étrangère. Chacun sera dans son rôle. La nature fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment de l'honneur. Gouvernez-la avec justice, elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez bons pour lui et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Voilà ce qui s'est passé pendant la guerre de conquête. On arrive maintenant, contrairement à ce qu'on pense, la décolonisation n'a pas commencé en 1954. Elle couvait depuis la Première Guerre mondiale. Donc on retrouve Joseph qui est décédé en 1884, ça fait vieux quand même, 80 ans. On le retrouve dans la propriété d'Albert qui est le seul fils vivant de Madeleine. Et tous les enfants qu'il a eus avec Thérèse n'ont pas dépassé l'âge de 40 ans. Il y avait quand même une mortalité extrêmement importante. Les enfants mouraient en bas âge et les adultes ne se faisaient pas si vieux. Il y en a un par génération qui arrivait à passer le cap et à se faire un peu plus vieux. Donc on le retrouve dans les archives, on le retrouve justement à la fin de sa vie dans la propriété d'Albert qui a hérité des terres de sa mère. Donc on arrive à la guerre de 14-18 et là évidemment on va chercher les Algériens, comme on est allé chercher tous les habitants de nos colonies pour les envoyer dans les tranchées. 250 000 Algériens ont été mobilisés, 26 000 sont morts dans les tranchées. On leur a promis, on leur a dit, au moment de les incorporer, on leur a dit, vous allez faire la guerre dans les tranchées, et puis quand vous reviendrez, si vous revenez, vous aurez la citoyenneté, l'égalité, etc. Vous inquiétez pas. Ils sont revenus, certains, mais ils ont rien eu. On leur a dit, oui, c'est pas le moment, on verra plus tard. Il y avait quand même de la frustration et pas mal de ressentis négatifs. Quand même, il y en a certains qui ont essayé. Alors, je cite Charles Jonard, qui était gouverneur général de l'Algérie en 1881 et qui a fait voter plusieurs réformes en faveur des Algériens. Il y a une loi qui porte son nom, dite la loi Jonard en 1919, mais qui n'a jamais été appliquée. On arrive dans cette période, après la guerre de 14, le contexte est quand même particulier, puisqu'en 1919, Wilson propose la création de la Société des Nations et surtout le droit au peuple de disposer d'eux-mêmes, ainsi que le droit à l'autodétermination. Ça, c'était des discussions autour des colonies de l'Allemagne et voilà, et des pays baltes qui avaient perdu la guerre de 14-18. Et ça a fait tache d'huile, et ça sera le début, en fait, de la prise de conscience des populations autochtones qui étaient soumises à la colonisation. Ça prendra plusieurs années, mais ça fait son chemin. Et nous voilà en 1926,
où Messali Hadj devient secrétaire de l'Étoile nord-africaine, et en 1937, il deviendra le fondateur du Parti populaire algérien et du Mouvement national algérien. Il devient le chef de l'organisation spéciale, la branche armée du Parti populaire algérien. Il émigre à Paris. Après la Première Guerre mondiale, il fréquente le Parti communiste français. Il rencontre Albert Camus, avec qui il est ami, qui est aussi au PC, qui n'est pas resté longtemps. Et il s'éloigne en fait très vite du PC qui était hostile à l'indépendance, à partir de 1937. En 1926, il dénonçait déjà l'arbitraire dont est victime le peuple algérien musulman, et il pose le problème de l'indépendance nationale totale des 3 pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Évidemment, il n'est pas entendu. En 1939, le PPA est dissous, il est interdit, et Messali Hadj est emprisonné. Donc le Front populaire échoue à changer en profondeur la politique coloniale française, la citoyenneté n'est pas proposée aux musulmans, et après la chute du gouvernement Blum, la France va réprimer lourdement tous les musulmans nationalistes qui menacent l'Empire. L'Algérie est la seule colonie de peuplement au monde. On a tout fait pour la peupler et de façon à passer, enfin, à avoir une majorité de population chrétienne supérieure à la population musulmane. Ils n'y sont jamais arrivés. Donc, les Juifs ont eu la nationalité avec le décret Crémier, on l'a vu, mais les musulmans jamais. Ils étaient sujets. On a inventé dans notre République une République avec 2 citoyennetés différentes. Les citoyens qui pouvaient voter, qui pouvaient être élus, et les sujets qui faisaient partie de la population française, mais qui n'avaient pas la citoyenneté parce qu'ils étaient musulmans. Il faut dire quand même que quand on parle de colons, on imagine des grandes propriétés. Il y en avait, bien entendu, mais c'était une minorité. 80% des familles de colons sont modestes, c'est des artisans, des commerçants, des ouvriers, des employés, des fonctionnaires. Mais tout en étant modestes, ils font partie des 20% les plus riches de la population. Donc on imagine un peu l'état des autres. D'ailleurs, en 1930, la France est accusée à Genève par les Britanniques devant le Bureau international du travail pour sa pratique du travail forcé dans les colonies. La défense de la France est d'après Blaise Diam, député sénégalais, qui dit non, on ne pratique pas le travail forcé. On impose juste des corvées qu'il faut considérer comme des impôts. Et la France ne ratifie pas la Convention sur le travail forcé. Donc on arrive en 1937, et en 1937, il y a le projet de loi Blum-Violette, qui est présenté en janvier, et qui vise à donner aux musulmans un droit de suffrage, au moins être élus, en récompense des services rendus, notamment pendant les 2 guerres, dans l'armée, ou bien d'un effort intellectuel particulier. Il faut dire que par rapport à l'effort intellectuel, Albert Camus parle dans son livre Le Premier Homme de sa scolarisation, de sa scolarité avec les petits-enfants musulmans, et il dit qu'ils vont à l'école ensemble, que tout se passe, voilà, qu'ils s'entendent bien, qu'ils vont à l'école, etc. Sauf que l'école n'était pas accessible partout sur le territoire. On retrouve dans les archives la scolarisation des musulmans, c'était 15% des garçons, 2% des filles. Elle était laissée à l'abandon dans les campagnes, à charge pour les écoles coraniques de faire ce qu'ils pouvaient, et les écoles coraniques, bien entendu, ne scolarisaient pas les filles. Donc la loi Blum-Violette n'a pas été appliquée, le gouvernement Blum est tombé, c'est le président du Conseil, Camille Chotan, qui prend la suite Blum, mais le projet de loi, il est abandonné. Pendant entre-deux-guerres, c'est important, c'est le moment où il y a vraiment cette prise de conscience des colonies, des conditions de vie des populations. C'est le Parti communiste qui a aussi, avec l'Internationale, noyauté un petit peu et rentré un petit peu dans toutes les colonies pour dire mais révoltez-vous, quoi, faites quelque chose. Et le feu couve. En 1944, Messali Hadj est libéré.
mais il est placé en résidence surveillée à Brazzaville. Sa déportation a suscité une grande émotion. En 1944, le général de Gaulle, lors d'un discours à Brazzaville, s'engage sur l'amélioration des conditions de vie dans les colonies avec interdiction de tout travail forcé. Ce qui veut dire qu'elle reconnaissait quand même qu'il y avait du travail forcé. Il demande l'abrogation du code de l'indigénat et propose qu'il y ait 10% de sièges réservés à la France d'outre-mer. 10%. Et évidemment, les mouvements nationalistes ne sont pas d'accord. Ils considèrent qu'il aurait proposé une citoyenneté au rabais, avec juste 10% de députés pour représenter plus de 60% des habitants de l'Empire. Évidemment, il n'était pas question de leur donner plus. On voit arriver Ferratabas, qui discutait, qui faisait partie des intellectuels algériens et des indépendantistes, et lui bascule vraiment dans le camp des indépendantistes à ce moment-là. Il dit « Que m'importe que l'on mette de l'électricité dans ma maison, si ma maison n'est pas à moi ». En 1945, et c'est là que tout va exploser, à l'occasion des grandes manifestations du 1er et du 8 mai 1945, les Algériens ont réclamé la libération de Messaliadj et sont même allés jusqu'à réclamer l'indépendance de l'Algérie, y compris par la lutte armée. Donc, dans des manifestations à Sétif, un jeune étudiant brandit le drapeau algérien. Et là, un policier de la garde civile prend peur, il tire. Et c'est le massacre. Pendant ces manifestations, les militants du PPA avaient prévu de défiler avec à leur tête Ferratabas. Ils demandaient que les militants emprisonnés soient libérés et que la France suive l'exemple des Britanniques qui avaient accepté de se retirer des colonies. Mais les autorités françaises n'ont pas voulu. Il n'était pas question d'entendre parler de telles revendications. Elles ont voulu réprimer le mouvement, y compris dans le sang. Et c'est le massacre d'Oran, Sétif et Guéma. Le plus grand massacre, je ne sais plus, 45 000 manifestants ont été tués. Mais au sein du mouvement, les désaccords s'accumulent entre Messaliadj et ceux qui vont construire le FLN. Il commence à y avoir des désaccords. Certains veulent la lutte armée, d'autres veulent un règlement politique. Donc, ça va scissionner. Et on verra après comment ça bouge. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, ça a commencé à bouger. L'Algérie dit « L'Algérie, c'est la France, et qui d'entre nous hésiterait à employer par tous les moyens pour préserver la France ?» Il y a une grande différence entre la Tunisie et le Maroc d'une part, et d'autre part l'Algérie qui fait partie de la République. C'était 3 départements français. Président du Conseil, Pierre Mendès France. Il venait de négocier la fin de la présence française en Indochine. Il déclare à l'Assemblée nationale « À la volonté criminelle de quelques hommes doit répondre une répression sans faiblesse. Qu'on n'attende pas de nous aucun ménagement à l'égard de la sédition, aucun compromis avec elle. On ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation et l'intégrité de la République. Les départements d'Algérie font partie de la République, ils sont français depuis longtemps. Jamais la France, jamais aucun parlement, jamais aucun gouvernement ne cédera sur ce principe fondamental. L'Algérie, c'est la France et non un pays étranger que nous protégeons. » Il n'était évidemment pas question de parler de guerre. En 1950, Aimé Césaire écrit « On me lance à la tête des statistiques, des kilomètres de routes, de canaux, de chemins de fer. On me parle de progrès, de maladies guéries. Moi, je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leur vie, à la vie. De toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles envoyées, on ne saurait tirer une seule valeur humaine. » En 1951, on découvre des gisements de pétrole et de gaz sur le territoire algérien. Donc ça devient intéressant. Et le gouvernement français, évidemment, n'est pas prêt d'abandonner ces territoires. Les intérêts de la France sont en jeu. Donc, le FLN se construit
et il s'installe au Caire. Et là, il commence à discuter à partir de 1951 avec le gouvernement français. Il propose une plateforme de discussion aux autorités françaises, la reconnaissance de la nationalité algérienne, abrogation des décrets et lois faisant de l'Algérie une terre française, ouverture de négociations sur les bases de la reconnaissance de la souveraineté algérienne. Évidemment, ils ne sont pas entendus. Donc ils décident d'enclencher la lutte armée et ce sera Toussaint Rouge le 1er novembre 1954. Les hommes du FLN déclenchent les attaques dans diverses régions contre les installations militaires, commissariats, entrepôts, équipements de communication, bâtiments publics, etc. etc. C'est le massacre. En janvier 1955, Jacques Soustelle est nommé gouverneur général et il a pour mission de négocier quelques réformes avec des Algériens modérés pour les calmer. Mais c'est l'état d'urgence, l'armée est envoyée en Algérie, c'est le début d'une guerre meurtrière avec les indépendantistes qui affrontent l'armée française, massacre contre massacre. En 1955, en avril 1955 d'ailleurs, c'est le célèbre massacre dans le Constantinois. En 1957, c'est la bataille d'Alger. Et de janvier à octobre 1957, le général Massu arrive en Algérie avec la 10e division parachutiste. Il tente de démanteler le FLN, mais il n'y arrive pas. Alger se soulève pour que l'Algérie reste française. Le nouveau président du Conseil, illustre et connu, Pierre Phileng, je ne sais pas si, hop, et voilà, souhaite ouvrir des négociations avec le FLN. Les Européens d'Alger, partisans de l'Algérie française, se soulèvent, occupent le siège du gouvernement général d'Alger. Un comité de salut public est créé, présidé par le général Massu, et c'est la fin de la 4e République. Le général Massu appelle le général de Gaulle au pouvoir, prend la présidence du Conseil, propose une nouvelle constitution, et voilà. Et le 4 juin, il prononce un important discours sur la place du Forum à Alger, qui se termine par la célèbre phrase « Je vous ai compris », mais qui était quand même assez ambiguë, pour que tout le monde s'y retrouve et personne. Mais sans jamais prononcer le mot « indépendance ». Il annonce la tenue d'un référendum sur l'autodétermination. Mais les partisans d'une Algérie française le vivent comme une trahison. En 1959, le général de Gaulle prononce un discours annonçant le référendum. Il contient 3 propositions. La sécession, la francisation ou l'association. Et les gens qui ont voté se sont prononcés en majorité pour l'association. Donc pas l'indépendance. En janvier 60, une grande manifestation est organisée à Alger. C'est une insurrection des Français d'Algérie qui contestent le retour du général Massu en métropole, qui avait eu l'outrecuidance de contredire les décisions du général de Gaulle, qui a été renvoyé en France. Donc l'état de siège est proclamé, les insurgés se massent derrière les barricades, prennent le contrôle d'Alger, mais le mouvement s'essouffle et les contestataires se rendent, ça ne marche pas. Et puis la guerre s'amplifie. À partir du 13 mai 1958, le 2 et 3 février 1960, l'Assemblée nationale donne les pleins pouvoirs au général de Gaulle, qui gouvernera par décret pendant 1 an, mais ses opposants continuent le combat et fondent l'OAS en 1961. Suite au putsch des généraux. Voilà, la brochette des putschistes. Donc, le 8 janvier 1961, le droit à l'autodétermination est reconnu par référendum à 75% par les Français de métropole. Et ensuite, le référendum en Algérie sera aussi largement approuvé. Mais le 17 octobre 1961, une grosse manifestation à Paris, à l'appel du FLN, contre le couvre-feu, imposé par Maurice Papon. On sait ce qu'il en est. Ils ont tous été jetés dans la Seine. Le massacre sera caché par les autorités jusqu'en 1997. Le 8 février 1962, une nouvelle répression a lieu à la suite d'un regroupement de manifestants à l'appel des syndicats et partis politiques en Algérie contre les actions terroristes de l'OAS. Maurice Papon, après avoir interdit la manifestation, donne l'ordre aux policiers de réprimer les manifestants. C'est le massacre du métro de Charonne. Et puis on arrive en mars 1962,
Ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne, Karim Belkacem, et Louis Jox, ministre des Affaires algériennes, se rencontrent pour entamer des négociations. Elles aboutissent aux accords d'Évian et mettent fin à la guerre. Le cessez-le-feu est proclamé le lendemain et met fin à plus d'un siècle de présence française en Algérie. La France s'engage à évacuer ses troupes, mais à maintenir aussi son aide économique pendant 3 ans, le temps que le nouveau gouvernement se mette en œuvre. Elle obtient quand même des assurances sur le pétrole avec un droit de préférence. Je vous donne l'indépendance, mais vous me donnez votre pétrole quand même. Mais pour autant, la guerre continue, malgré le cessez-le-feu, jusqu'à la proclamation solennelle de l'indépendance le 3 juillet 62. Mars 62, 8 jours après la signature des accords d'Évian, 4000 Européens d'Algérie se réunissent à Bab el-Oued. Les autorités françaises soupçonnent cette partie de la ville d'abriter un important foyer d'activistes de l'OAS. Alors que la manifestation se déroule dans le calme, les manifestants se heurtent aux artilleurs français. Pris de panique, un soldat tire, les militaires gros signal et lancent l'assaut. Il y aura 200 blessés, 47 tués. Le 8 avril 62, les Français approuvent les accords d'Évian par référendum à 91% et reconnaissent l'indépendance de l'Algérie. Et le 22 août 62, le général de Gaulle, se rendant à Colombey-les-Deux-Églises, est arrêté par 3 hommes armés, membres de l'OAS, et les victimes d'une tentative de meurtre qui échoue. Les agresseurs sont arrêtés et emprisonnés. Ils viennent d'échapper à l'attentat du Petit Clamart. Le 29 septembre 62, Ben Bella arrive au pouvoir. Il était prisonnier en France depuis 1956. Il sera le premier président du Conseil des ministres et le restera jusqu'en 1963, date du coup d'État de Houari Boumedienne. Et pendant ce temps, les Pieds Noirs rentrent en métropole. C'est la 3e et 4e génération après Joseph qui rentrent sur le continent en laissant tout derrière eux, comme l'avaient déjà fait leurs ancêtres dans l'autre sens 110 ans avant. Mais la tribu des Hachem, à un moment donné, avait dit au général Bugeaud: vous pourriez rester 300 ans sur le territoire, cette terre est la terre des Arabes, et vous devrez en partir. Donc c'était quand même des gens dans les esprits. Ben Bella avouera, 30 ans plus tard, qu'il ne pouvait concevoir une Algérie avec 1 500 000 pieds noirs. L'armée de libération nationale met en place un plan consistant à faire régner la terreur parmi les Européens d'Algérie afin de les faire partir, ce qu'ils ont fait. À la fin de 1960, le FLN commence à se fondre dans la population d'Oran. 200 000 personnes. L'OAS fait la même chose. 230 000 personnes dans la population européenne. Et là, c'est un déferlement de violence. Aux attentats du FLN répliquent ceux de l'OAS, les attentats d'un côté, les massacres de l'autre, les massacres d'un côté, les massacres de l'autre. Et ce sont des affrontements sanglants qui vont durer jusqu'à l'été 62. Après le cessez-le-feu, le FLN n'est plus contenu par l'armée française. Dès le 19 mars, c'est le massacre des Harkis qui commence. Une vague d'enlèvement est organisée à Oran par le FLN, au moyen de barrages, notamment dans les quartiers musulmans, que les Européens sont obligés de traverser pour se rendre à leur travail. C'est à ce moment-là que débute l'exode des Européens d'Oran, dont les descendants de Joseph font partie. Le 26 juin 62, l'OAS a cessé le combat et ses effectifs sont partis se réfugier en Espagne. L'écho d'Oran du 29 juin 62 donne à penser que l'heure est à l'apaisement. Malgré la présence de camions militaires qui diffusent des messages rassurants, la population européenne vit dans la peur des enlèvements, car ceci continue. Les Européens quittent la ville, mais les bateaux et les avions sont insuffisants. Le rythme des départs n'est que de 3000 par jour, alors que tout le monde se précipite sur les quais pour partir. Le 5 juillet 62, il reste 100 000 Européens à Oran, ils étaient 1 500 000. C'est le jour de la proclamation de l'indépendance. La manifestation est une manifestation qui, de nouveau, se résume à un massacre. Mais là, cette fois, ce sont les musulmans armés qui se sont joints à la foule et les manifestants, ils entendent tirer, ils se couchent au sol.
et les quartiers européens sont en feu. Les hommes armés enfoncent les portes, ouvrent le feu, égorgent au hasard des rencontres et tuent tout le monde sur leur passage. L'armée française et la police mobile n'interviennent que très tardivement, ils n'ont pas d'ordre, et les instructions sont confuses. La responsabilité de la sécurité des populations n'est pas clairement définie, donc c'est la porte ouverte à tout. Ce massacre montre à la population européenne qu'elle n'est pas en sécurité, malgré les accords d'Évian. L'exode prend alors un tournant décisif, et là, c'est la masse des gens qui va partir, tout laisser derrière eux. En octobre 62, il ne restait en Algérie que 200 000 pieds noirs sur environ 1,5 million. On en est là. La période de la guerre de conquête, la colonisation et la période de la décolonisation mériteraient chacun une soirée, chacun un développement. Pas pu mettre tout ça. Moi, dans mon livre, ce que je voulais faire, c'était comprendre pourquoi Joseph était parti, dans quelles conditions il était parti, où il était arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, et comprendre aussi cette histoire qui ne nous était pas racontée. Donc pour aller plus loin, je vous conseille quelques lectures en plus de la bibliographie qui est dans le livre, que vous avez là, notamment l'histoire de l'Algérie coloniale de Benjamin Stora, la colonisation française de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie à la période coloniale, l'histoire de l'Algérie et ses mémoires. Un petit roman intéressant de Mathieu Bellesi qui raconte l'histoire d'une famille partie dans un village en 1840, je crois. Et il illustre bien quelle était la vie quotidienne de ses habitants. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci Nicole pour cette belle présentation. Nous avons à peu près 20 minutes d'échange possible. Alors n'hésitez pas. Alors, qui va être le premier à intervenir? Bon, vous avez tout compris, vous avez tout Allez. bien. Oui, merci pour ces pages ouvertes, parce que je crois que s'il y a un pays ami, frère, je ne sais pas quel terme employé sur Terre qui est concerné par notre propre histoire, c'est bien l'Algérie par rapport à d'autres, bien sûr, il y a l'Indochine, etc. Et je crois qu'on ouvre des pages, tu as ouvert des pages extraordinairement riches à ceux qui ont envie de s'intéresser. J'ajouterai peut-être dans les auteurs Yasmina Khadra, qui est plus actuel, peut-être, et plus connu, et avec ce que le jour l'autre à la nuit, qui raconte effectivement la cohabitation des pieds noirs, des Algériens, des histoires. Voilà, question ou réflexion. Oui, merci. Je veux d'abord remercier pour la qualité de l'intervention et puis pour l'apport global et dire mon admiration par rapport à ce travail d'historien qui a été fait, parce que n'ayant absolument aucune compétence et aucune formation dans ce domaine, je suis admirative de tout ce travail qui a pu être fait et j'ai lu le bouquin en plus. Donc, deux ou trois remarques et puis une un peu sous forme de question. C'est vrai que c'est la seule conquête coloniale de peuplement qu'a fait la France, ce qui explique très certainement les conditions dans lesquelles ont vécu à la fois Joseph et puis ses contemporains en arrivant là-bas, puisque l'idée, si je ne m'abuse, c'était à la fois de pouvoir alimenter l'armée qui occupait le territoire et en même temps de montrer que cette armée était puissante, forte, parce que la France était quand même fragilisée à ce moment-là. Donc, il y a cet élément-là qui fait que c'est une colonisation singulière, parce qu'initialement, ce n'est pas des richesses qui ont attiré, même si on a pu se payer les dettes qu'avait l'Algérie, ou enfin du moins Alger,
à l'égard de la France, mais ce n'était pas réellement ça, je pense, le fait générateur. Et la deuxième chose, c'est ce décalage, moi, qui m'interpelle, et je ne sais pas si tu as des éléments à apporter là-dessus ou pas, c'est que en même temps, de façon concomitante, en France, dans les années de 1860 à 1905, hein, globalement, on est sur la réflexion de la part des politiques et d'une grande partie des politiques qui sont en place, sur des réflexions qui touchent amplement aux libertés publiques, les lois sur la laïcité, les lois sur le droit d'association, les droits sur la communication, les lois sur la communication, les lois syndicales, etc., etc. On est dans une période où on est sur des acquis et des apports juridiques extrêmement généreux par rapport à la population. Et en même temps, on voit ce que tu as décrit, ce qui est un fait objectif, le code le code noir et puis le code de l'indigénat, on voit effectivement la mise en place sans aucun scrupule de deux catégories de population. Voilà, on se retrouve presque dans l'Antiquité avec, je veux dire, les citoyens et puis les esclaves, hein, en quelque sorte, qui n'avaient qu'un certain nombre de droits qu'on leur octroyait. Donc, comment on peut expliquer un petit peu ce paradoxe? C'est au-delà du bouquin, hein, mais comment on peut expliquer ce paradoxe de ce en même temps? Voilà, comment on pouvait vivre ce... Toi qui as regardé dans l'histoire de cette période. Hein. Voilà, merci. Je pense, et on l'a vu à travers les interventions qui avaient été faites de certains politiques, que c'était des populations qui n'étaient pas considérées comme des êtres humains à part entière et au même niveau que les Européens. Donc c'était, Jules Ferry le dit très bien, c'était des races inférieures. Donc à partir de là, ils avaient un statut particulier inférieur. Donc ils n'étaient pas soumis aux mêmes lois. C'est pour ça qu'on a fait le code de l'indigénat, pour les soumettre et ils étaient des sujets, ce n'étaient pas des citoyens. Donc il y avait dans cet imaginaire collectif le fait qu'il y avait des catégories de races supérieures. Donc toutes les lois dont tu parles étaient faites pour les Français et les Européens, enfin les Français de métropole, mais pas pour les populations des colonies. Merci tout d'abord pour cette présentation. Vous avez parlé d'événements qui ont eu lieu en 1962 avec des massacres de population algérienne qui n'ont été reconnus en France qu'en 1997. On sait aussi le problème qu'il y a eu de reconnaître qu'en Algérie, c'était une guerre qui avait lieu et non pas des événements. Ce n'étaient pas des événements d'Algérie, c'était la guerre d'Algérie. Combien a-t-il fallu de temps pour que la France reconnaisse que c'était une guerre? 99. Voilà. Combien de temps la France mettra pour confier au gouvernement algérien actuel les plans de la ligne Maurice? Cette ligne Maurice qui a été créée par l'armée française entre le territoire algérien et la Tunisie et entre l'Algérie et le Maroc. C'était une ligne de barbelés qui courait de la mer jusqu'au Sahara et qui était infestée de mines. C'est la France qui détient les cartes de ces mines et qui refuse de les donner à l'Algérie d'aujourd'hui, qui crée encore des terribles. Il y a encore des mines qui sautent régulièrement, un chameau, mais quelquefois c'est un gamin qui saute sur une mine, parce que ces mines ne se détruiront jamais, il faut les enlever. Tout ça pour vous dire, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un petit peu d'amertume de la part des Algériens devant le comportement de la France actuellement, qui se refuse à reconnaître qu'elle a perdu des départements, parce que c'est l'histoire de la colonisation. Elle a perdu un territoire qui ne lui appartenait pas au départ. Il faudrait que ça, elle le reconnaisse une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'à ce moment-là, on ferait une grande paix, une véritable paix avec l'Algérie. Merci en tout cas. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a réussi à faire la paix avec l'Allemagne, qui nous a envahis quand même, mais on n'arrive pas à passer au-dessus de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, les événements d'Algérie n'ont été déclarés guerre d'Algérie qu'en 1999. 1999. Ça s'était fini en 62. Pourquoi? Mais oui, mais pourquoi on ne parlait pas de guerre? Parce que c'était 3 départements français. Et parler de guerre, c'était reconnaître qu'il y avait une guerre civile
sur le territoire français. Mais je suis entièrement d'accord. Et on ne sortira de ça quand on arrivera à passer au-dessus. Maintenant, je dois dire que j'ai eu accès aux archives en France qui sont très bien tenues, hein, soit Strasbourg, Colmar ou Aix-en-Provence, mais je n'ai jamais eu accès aux archives en Algérie. J'ai demandé à Oran de m'envoyer certains documents, ils n'ont pas répondu. Benjamin Stora le dit aussi à un moment donné, lui qui a fait beaucoup de recherches et qui a beaucoup écrit sur l'Algérie justement. Il a eu accès, lui, à des archives parce qu'elles sont ouvertes à certains groupes d'historiens, mais surtout pas à des chercheurs lambda comme moi ou comme n'importe quel historien. Ils ne veulent pas ouvrir leurs archives. Une partie a brûlé pendant la guerre, c'est vrai, mais les archives algériennes ne sont toujours pas ouvertes à la France. Bonsoir, merci pour votre livre, votre exposé. Ce n'est pas du tout une question, c'est juste une intervention à chaud par rapport à ce que je viens d'entendre. Il se trouve que je suis algérien d'origine, peut-être le seul de l'Assemblée. Et il y a deux, trois choses moi, qui m'interpellent, que je pense qu'ils méritent qu'elles soient posées et qu'on y réfléchisse sérieusement. Je viens d'entendre, et avec de la bonne volonté, de la bonne foi, je ne remets pas en cause le terme de pays frères, de pays amis. Je rajoute le terme de réconciliation. Comment on peut, en tant que colonie de peuplement, avec les horreurs qu'il y a eu en Algérie, même avec la bonne volonté, pouvoir avoir à l'esprit ces trois termes. Pour moi, c'est pas compatible. Voilà, il y a eu de la colonisation, il y a eu des horreurs, mais on ne peut pas dire que c'est un pays frère, que c'est un pays ami. C'est un pays qui a été conquis par la force. Voilà. Et la réconciliation, moi, je veux bien. Je pense que c'est de mon point de vue, et je m'intéresse à la géopolitique depuis longtemps. Pour moi, je ne vois pas comment on peut réconcilier des histoires et des destins comme ça, d'autant plus quand je viens d'entendre à l'instant, ce qui est bien sûr juste, que la France refuse aujourd'hui de donner les cartes des champs de mines. L'affaire n'est pas réglée. Et elle ne se réglera jamais. Moi, je me suis dit à un moment donné, quand cette génération-là se sera éteinte, la génération Utilise le micro peut-être. Alors, je me suis dit à un moment donné, quand la génération de nos parents se sera éteinte, puisque ce sont eux qui ont connu la guerre d'Algérie, etc., peut-être qu'on pourra en parler et on pourra passer au-dessus de ça, mais il manque une volonté politique de reconnaître cette histoire. Et je suis convaincu que dans le contexte actuel, c'est vraiment pas le moment, et c'est vraiment pas le signe que l'on donne dans ce sens-là, bien au contraire, et croyez-moi, je le regrette profondément. Excusez-moi, et je rajoute un point qui est important, et on le trouve la même chose suite à la guerre d'Espagne, c'est que tant que les conflits, les massacres ne sont pas soldés quelque part au niveau judiciaire, ou en tout cas en termes de reconnaissance de qui est le bourreau, à titre personnel, quelque part, voilà, massue, machin, truc, tant que ça, c'est pas posé sur la table, il ne peut pas y avoir on ne peut pas solder une guerre, on ne peut pas solder un conflit sans cette reconnaissance de responsabilité. Oui, et aujourd'hui, on en est encore très loin. On est d'accord. C'est de la volonté politique. En tout cas, je vous remercie. Il y a d'autres questions ? Encore une ou deux interventions. Non, mais moi j'ai le temps. Hein, oui, je voudrais savoir pour l'OAS, comment ça s'est créé et qu'est-ce que c'était exactement l'OAS ? Alors l'OAS, ça veut dire Organisation Armée Secrète. Et ce sont des Français d'Algérie qui se sont insurgés contre les décisions du général de Gaulle de vouloir donner l'autodétermination à la France. Il y a eu un putsch d'ailleurs de 4 généraux pour l'empêcher de le faire, et qui voulaient absolument garder l'Algérie française et qui ont créé cette armée secrète. Et ça existait en France et en Algérie ? C'était sûr ? Oui. L'attentat contre de Gaulle, c'était en France. D'accord.
Juste un mot pour rebondir sur ce qui a été dit. Il a fallu quand même très longtemps en France pour que les organisations de gauche progressistes se prononcent sur la question de l'indépendance, hein, parce qu'on parlait toujours de l'Algérie française jusque dans les années 60. Voilà, donc il a fallu du temps. Hein. Donc c'est sûr que les choses sont compliquées, pour reprendre ce que vous disiez. Un mot de plus? Bon, en tout cas, merci pour votre présence, pour votre écoute. Et j'espère que ça vous a apporté quelques éléments de réflexion. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Bonne soirée.